Alors la première, Morgane Lebihan, un accident qui a lieu dans le lieu de restauration de l'entreprise lors de la pause déjeuner ou lors de la pause légale de 10 minutes. Est-ce qu'il s'agit d'un accident du travail? J'essaye de répondre. Je dis oui parce qu'on est au moment du repas ou de la cantine. Et donc dans ce cas-là, c'est un accident du travail. Est-ce que j'ai bon? C'est ça, parce que c'est vrai que la définition, on l'a vu, hein, c'est temps de travail, lieu de travail, hein, c'est vraiment ce qui a été posé par la jurisprudence, mais après il y a tous les accidents un peu autour, un peu avant le travail, après le travail, pendant les pauses. Mais là, on va quand même considérer que le salarié, il est quand même dans l'enceinte de l'entreprise, il est quand même encore sous la subordination de son employeur pendant sa pause repas. Et là, pour le coup, il y a une large jurisprudence et on doit considérer que pendant le temps de repas à la cantine, oui, c'est un accident du travail. Alors sur la question de Muriel Chevillon, j'ai un doute. Je vous laisserai répondre. Pour vous donner un exemple, parce qu'il y a un exemple de jurisprudence où une salariée qui s'est étouffée pendant son repas à la cantine, ça a été qualifié d'accident du travail. Ouais. Un accident qui a lieu sur son lieu de travail, mais sans aucun lien avec le travail cette fois-ci. Est-il un accident du travail? Donc c'est Muriel Chevillon qui pose cette question-là. Elle donne un exemple. Je me coupe en cassant un verre lors d'une pause. Ou alors peut-être, même si ce n'est pas une pause. Alors juste ce que je tiens à préciser, c'est vrai que sur cette, on a beaucoup de questions, est-ce que c'est un accident, pas un accident? C'est vrai que d'un point de vue juridique, en fait, l'employeur, il ne faudra pas qu'il se pose toutes ces questions. À un moment donné, s'il a un doute, il va faire sa déclaration d'accident du travail. Après, c'est vraiment la CPM qui va faire toute cette analyse pour voir le lien avec le travail ou pas le travail. Donc là, j'aurais tendance, dans l'exemple que vous donnez, il se coupe, c'est ça? Voilà, on se coupe à la pause. On se coupe à la pause, oui, a casse. priori, il est sur son lieu de travail, même si c'est la pause, c'est quand même le temps de travail. Même si ça n'a aucun Même lien si ça n'a avec aucun lien avec le le travail, oui, ça va être dans l'enceinte. Il est quand même là pour des raisons professionnelles. S'il s'est coupé à ce moment-là, c'est parce qu'il était bien là pour le travail. Donc oui, de toute façon, l'employeur va de toute façon faire sa déclaration d'accident du travail. Et derrière, après, ce sera éventuellement à la CPM de faire cette analyse de est-ce qu'il y a vraiment un lien, est-ce qu'on doit vraiment le reconnaître en tant qu'AT ou pas. Est-ce que tous les accidents doivent être déclarés? Alors moi, je parle d'accidents bénins, ceux qui ne prêtent pas lieu à des soins, à une attention particulière. Est-ce que ça, je dois le déclarer comme accident du travail? Alors non, il y a une particularité, c'est vrai que je n'ai pas abordé le sujet de ces fameux... Alors qu'est-ce qu'un accident bénin justement? Oui. C'est vrai que tous les accidents ne sont pas graves, ne donnent pas lieu forcément à des soins et à une déclaration. Donc on a certains accidents dits bénins, qui peuvent être considérés moins graves et qui ne vont pas donner qui vont pas donner lieu à des soins, ni à un arrêt de travail, ni à rien du tout, donc des accidents dits bénins. Dans ces cas-là, ces accidents vont pouvoir être inscrits sur ce qu'on appelle le registre des accidents bénins, si l'entreprise en a un, parce que je précise que ce registre, il est quand même soumis à certaines conditions pour que l'entreprise en ait un, donc notamment avoir un poste de secours, avoir un infirmier ou un médecin ou un sauveteur secouriste du travail dans l'entreprise. Il faut aussi que l'employeur respecte ses obligations de constitution par rapport à tout ce qui est CSE. Donc il y a certaines conditions pour avoir ce registre des accidents bénins. Mais pour les entreprises qui en ont un, les accidents sans gravité, donc sans gravité c'est sans soins, sans arrêt derrière, ils vont être inscrits dans ce registre et ça remplacera la déclaration d'accident du travail. Donc si derrière l'état du salarié s'aggrave ou il fait une rechute, se dégrade, dans ces cas-là, l'employeur devra faire une déclaration d'accident du travail. Mais dans un premier temps, ça permet entre guillemets de protéger le salarié et de l'inscrire et de garder une trace de ce qui s'est passé. Question de Caroline David. Pouvez-vous rappeler l'obligation de constituer une délégation paritaire d'enquête prévue pour les accidents du travail? Alors dans quel cas on va mettre en place une délégation paritaire d'enquête? Alors Caroline veut que vous rappeliez l'obligation, donc j'imagine qu'elle a déjà la réponse à la question en quelque sorte. Oui, alors voilà, effectivement, ça peut être une possibilité en cas d'accident du travail, derrière, de mettre en place donc, cette fameuse délégation d'enquête paritaire, donc, qui va être constituée des représentants du salarié et des employeurs, et pour justement analyser toutes les causes. Mais je pense qu'on en reparle dans la journée de toute cette partie sur l'analyse de l'AT, comment on va mettre en place justement cette démarche et l'importance justement de ce côté paritaire pour avoir d'un côté l'analyse de l'employeur et des salariés. Donc Madame David, je garde votre question, on y reviendra tout à l'heure. Je voulais compléter en disant que quand il y a en effet un CSE dans l'entreprise, de toute façon, il y a une participation du CSE, d'un membre du CSE donc à l'analyse de l'accident du travail, quel que soit le sujet de l'accident du travail ou le thème de l'accident du travail. On a beaucoup entendu parler ce terme délégation d'enquête paritaire dans le cadre des risques psychosociaux, mais en fait, c'est dans tout le cas des accidents. Si un CSE existe, dans ce cas-là, sa participation est requise pour l'analyse de l'accident du travail. Madame Valado, est-ce qu'il existe une base de données des accidents du travail ?
Alors oui, donc je dirais presque qu'il y en a deux. Donc il y en a une au niveau de la Caisse nationale, mais éventuellement je laisserai Pierre en parler. Et nous, à l'INRS, on a un historique de nombreux accidents du travail pour lequel il y a eu une enquête menée par des acteurs de CARSAT. Donc là, pareil, on en parlera dans la journée. On collecte un petit peu les informations que les contrôleurs de CARSAT ont pu récolter lors de l'analyse auprès des entreprises. Et ça nous permet d'avoir des éléments de compréhension des événements d'accident et éventuellement des mesures de prévention qui ont pu être mises en place ou proposées. Donc ce n'est pas une base de statistiques, c'est vraiment une base d'analyse. Et oui, c'est ça, on a des éléments de compréhension des différents événements accidentels qui traitent aussi bien justement des accidents liés aux machines, à des chutes, et plus récemment sur le sujet par exemple des malaises ou du risque routier. Donc il existe cette base, elle est en accès libre sur notre site internet inrs.fr, elle s'appelle Epicea. Et parfois, on attend des éléments complémentaires et on peut ponctuellement faire des demandes pour avoir accès à certaines données. Pierre Feld, sur le site amélie.fr, c'est plus statistique et sectoriel. Oui, c'est tout à fait. Sur le site amélie.fr, donc dans la partie données statistiques et données relatives donc, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, on va retrouver donc, toutes les statistiques que j'ai évoquées dans ma présentation tout à l'heure en lien avec les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et on va pouvoir retrouver donc, sur ce site-là, par code comité technique national ou même plus précisément par code NAF, par code d'activité de l'entreprise, on va pouvoir retrouver ce que l'on appelle dans notre jargon des fiches techniques qui permettent donc de caractériser en fait la distribution des accidents par siège des lésions notamment, voir s'il y a plus dans ce secteur d'activité d'accidents du travail en lien avec les manutentions manuelles et donc qui concernent par exemple les poignets, le dos, les épaules ou le cou ou les membres inférieurs par exemple. Et on va aussi retrouver des données, on va dire un petit peu plus sectorielles, mais sectorielles humaines, c'est-à-dire si les gens sont plutôt, quelle tranche d'âge sont concernés par tel ou tel type d'accident. Donc ces fiches techniques, et ça M. Bachelry l'a évoqué tout à l'heure, sont essentielles, en tout cas on partage cet avis-là, sont essentielles pour commencer à se poser les bonnes questions sur la sinistralité de son entreprise. On peut déjà se comparer avec son secteur d'activité. Ça donne toujours une indication pour agir. C'est en accès libre. C'est en accès libre. libre. Aller voir sur le site amélie.fr. Sur le site amélie.fr, données statistiques, sinistralité, et vous allez retrouver, vous tapez sur Google, vous allez trouver sur votre moteur de recherche préféré directement, donc vous allez avoir accès aux bases de données, donc le rapport annuel qui compile l'ensemble des données statistiques et après les fiches techniques propres à chacun des secteurs d'activité. Et donc Nicolas Bachelry, dans le secteur de la propreté, quels sont les principaux risques professionnels ? Alors, les principaux risques professionnels qu'on a dans notre secteur et effectivement qu'on retrouve sur les données statistiques de la CNAM, elles sont comparables finalement aux principales causes d'accidents du travail et de maladies professionnelles qu'on a vues pour la France, pour l'ensemble des secteurs d'activité. Dans notre secteur, les manutentions manuelles et les chutes représentent plus de 85% des accidents du travail, chutes de plein pied, chutes de hauteur. Et en termes de maladies professionnelles, pour le coup, c'est les troubles musculo-squelettiques qui représentent dans notre secteur, suivant les années, entre 96 et 97% des maladies professionnelles reconnues dans notre secteur. En termes de sinistralité, je l'évoquais tout à l'heure, dans le secteur de la propreté, le nombre d'accidents a tendance à baisser ces 10 dernières années. Mais par contre, on a des difficultés sur la durée des accidents du travail qui s'allongent et du coup un taux de gravité qui lui reste assez stable au cours de ces dernières années. Alors je reprends les questions du chat. Une question pour Jennifer Schettel. Quel employeur doit déclarer l'accident du travail d'un salarié intérimaire ? Alors, en cas de travail intérimaire, c'est en fait le salarié intérimaire, son employeur, c'est l'entreprise de travail temporaire. Donc, concrètement, le salarié intérimaire, il va être dans une entreprise d'accueil. Donc, forcément, s'il a un accident sur son lieu de travail, qui va être l'entreprise d'accueil, il va bien évidemment informer l'entreprise d'accueil. Mais c'est vraiment l'entreprise de travail temporaire qui va faire la déclaration. Après, comme on parlait tout à l'heure de registre des accidents bénins, je précise aussi que sur ce registre, c'est que les salariés de l'entreprise. On peut inscrire que les accidents des travailleurs de l'entreprise. Donc, s'il y a un intérimaire qui se blesse ou qui a un accident, on ne pourra pas l'inscrire sur ce registre. Ce sera vraiment à l'entreprise de travail temporaire de faire sa déclaration. Qui a le même registre ? Qui peut avoir le même registre, mais pour ses salariés. Donc, il ne pourra pas y avoir de registre pour les salariés intérimaires. Alors,
on va encore un point plus haut dans la complexité. Si un accident de travail arrive à un employé externe à l'entreprise, donc là on a vu le cas d'un Un salarié extérieur. voilà, ouais. ça peut être un employé d'une autre entreprise. Cet accident est imputable à qui? À l'entreprise extérieure dont fait partie le salarié ou à l'entreprise dans laquelle il exerce au moment de l'accident? Imputable. Alors, je ne sais pas quel est le sens de la question, parce qu'après, ça va être des questions de qui va payer, qui va indemniser. Mais après, si à un moment, alors le salarié extérieur, pour le coup, s'il est dans l'entreprise d'accueil, la déclaration va se faire par l'employeur au sein de l'entreprise d'accueil. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu différent. Son employeur, certes, il est à l'extérieur. Donc après, il va y avoir des règles de qui va payer, parce que l'employeur de ce salarié extérieur, il est enfin, c'est pas celui de l'entreprise d'accueil. Mais si on parle de la déclaration d'accident, c'est vrai que ça va être à l'employeur de l'entreprise d'accueil. Nicolas Bachelet, c'est un cas qui arrive régulièrement dans le secteur de la propreté. Exactement. Les salariés du secteur de la propreté travaillent tous en implant sur les chantiers chez les entreprises clientes. Alors, ce n'est pas de la mise à disposition de main-d'œuvre, comme dans le cas du travail temporaire. Et du coup, c'est bien l'employeur de ces salariés de propreté qui sont responsables de déclarer l'accident, bien qu'il soit survenu sur un chantier dans une entreprise différente. Alors, j'ai entendu quand M. Fell a présenté la base amélie.fr, vous avez parlé d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Alors, une question un petit peu basique, Madame Chettel, il y a une différence entre accident du travail et maladie professionnelle, c'est la même chose? Je mélange un petit peu tout. Non, alors la définition de l'accident du travail, je pense que là, vous l'avez bien compris, oui. On l'a vu, hein, temps de travail, lieu de travail. Et la vraie différence, je dirais que c'est le côté vraiment immédiat. En fait, l'accident, il y a vraiment une lésion à un moment donné de manière immédiate, alors que la maladie professionnelle, déjà, ce n'est pas la même définition. La maladie professionnelle, elle va être qualifiée, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails des maladies professionnelles, mais on a un système de tableau de reconnaissance de maladies professionnelles qui va vous dire, voilà, en fonction aussi des critères du tableau par rapport à la maladie, le lieu d'exposition, la durée d'exposition. Si tous ces critères sont remplis, il va y avoir une présomption, pareil, d'imputabilité. Ça va être considéré être une maladie professionnelle. Et après, derrière, un système de reconnaissance, si tous les critères du tableau ne sont pas remplis, où on va pouvoir avoir la possibilité de faire reconnaître la maladie, le caractère professionnel de la maladie, en passant dans ce qu'on appelle le C2RMP, qui est le comité de reconnaissance des maladies professionnelles. Mais la vraie différence, je vous dirais, c'est plutôt le côté vraiment immédiat. La maladie, elle a vraiment ce côté différé, elle va durer longtemps, elle peut apparaître longtemps après. Donc déjà, en pratique, ce n'est pas la même chose, et ce n'est pas les mêmes critères juridiques. Après, tout ce que je vous ai dit sur le contentieux pour faute inexcusable, il marche, il est valable tant pour les accidents du travail que pour les maladies professionnelles. Ça va être le même système. Pierre Fell, et les malaises. Alors, on y reviendra en fin de journée avec Anne Delépine, qui est la chef du département en charge de ce secteur-là. La place des malaises dans la sinistralité, elle est importante. On peut rappeler peut-être les chiffres? Oui, on peut en parler effectivement parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup dans les médias actuellement et depuis quelques temps maintenant. La part des malaises est très importante aujourd'hui dans la sinistralité. On est en 2024 à 57% de mémoire donc des accidents de travail qui sont des malaises. Et quand on dit malaise... 1 sur 2, voilà. Voilà, donc 1 sur 2, c'est un malaise. Et forcément, on va se poser la question de qu'est-ce qui est un malaise et comment est-ce qu'on reconnaît le malaise par définition. Mais ça, je dis définition, mais je regarde Jennifer en même temps. La définition de l'accident du travail, elle est très simple. Si c'est arrivé au temps et au lieu du travail sous la subordination de son employeur, c'est présumé accident du travail, donc d'origine professionnelle. Donc il n'y a pas de question à se poser. Si vous décédez sur votre lieu de travail, quelle que soit la nature de la lésion dont vous êtes victime, que ce soit un accident cardiovasculaire ou autre, ça va rentrer dans la case des malaises à partir du moment où on n'a pas de cause technique clairement identifiée. On parle souvent, on commence à parler, un peu de mort subite de l'adulte, c'est-à-dire il était vivant et d'un coup il n'est plus vivant et donc il a fait un malaise. Et on ne fait pas d'autopsie pour qualifier médicalement, mais ça Mme Delépine en parlera cet après-midi, on ne fait pas d'autopsie pour qualifier médicalement ce qu'est un malaise. On reste sur le compromis historique et sur la présomption d'imputabilité à partir du moment où vous étiez au temps et au lieu de votre travail, sous la subordination de votre employeur, et que malheureusement vous y décédez, pour quelque raison que ce soit, ça sera un accident du travail. Donc ça s'appelle un teasing pour le reste de la journée, ce sera à 16h avec Madame Delépine. Merci beaucoup à vous, merci à Madame Valado, merci à Pierre Fell, merci à Nicolas Bachelry et merci à Jennifer Chettel.